il a confié la gestion du moulin à quelqu'un. Donc, ils étaient là-bas, ils faisaient les va-et-vient, Lomé, Kara et tout ça. Et donc, Sylvanus ne voulait pas. Mais ces gens, ils discutaient avec leurs collègues, ceux qui sont déjà dans l'armée, avec qui ils ont des affinités sur le plan de la communauté, des affinités communautaires. Et Bodiolé était, l'adjudant-chef Bodiolé, qui était le premier responsable de l'unité d'infanterie, était de plus avec eux. Il était leur interlocuteur. Il parlait souvent avec eux. Et dans les archives, on voit bien que Bodiolé, il allait souvent chez l'ambassadeur de France qui était là à l'époque, M. Mazoyer, échanger avec lui, se plaindre parfois de l'attitude de Sylvanus Olympio. Et c'est Bodiolé qui a organisé en fait ce coup d'État parce que les demi-soldes n'avaient pas d'armes pour faire quelque action que ce soit. Donc, ok, puis il a accueilli, d'accord. Et donc, ouais, il avait acheté un moulin avec l'argent de démobilisation. Et donc, c'est Bodiolé l'adjudant-chef Bodiolé, qui est véritablement la personne qui a trahi Sylvanus Olympio parce que lui, il était dans l'armée régulière. Il a été nommé à la tête de la première unité d'infanterie. Et donc, ils ont fait des complicités et Sylvanus avait été averti. Mais le Togo venait d'être indépendant et Sylvanus, du haut de sa stature, tout ça, ne croyait pas qu'un jour, des Togolais pouvaient décider d'atteindre sa vie. Puisque même au Bénin, puisqu'il y avait aussi des démobilisés au Bénin, puisque l'armée française a recruté dans tous les pays. Il y a des mois qu'on les a recrutés, ils ont fait d'abord le Niger avant de partir. Je reviendrai sur le cas du Niger tout à l'heure. Et donc, lors d'un voyage au Dahomey, il y a le président, je pense c'est Hubert Maga, qui a attiré l'attention de Sylvanus Olympio en disant que les gars qui sont rentrés de la guerre d'Indochine là sont en train de préparer quelque chose contre lui, de faire attention. Il a minimisé tout ça. Et il n'a pas pris tout ça au sérieux. Et donc, les gars, ils ont continué par faire leur manœuvre. Et après, quand ils se sont véritablement entendus pour agir, puisque quand ils faisaient les manœuvres, on a essayé de les mettre un peu sous surveillance. Et il y a des mois, certains étaient à Kara. Et à l'époque, à Kara, il y avait un commissaire là-bas dans la ville de Kara qui s'appelle Adama Tassa, qui était chargé de les surveiller. Mais il y a eu un relâchement dans la surveillance. Et quand le moment était venu d'agir, et Adama et certains de ses amis, dont un de ses compagnons qui s'appelle Gaston, ils ont quitté Kara après avoir fait des cérémonies à côté d'une rivière. Je reviendrai sur la question de cette rivière-là. Ils ont quitté Kara. À vélo, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas suffisamment de voitures. Donc, ils ont pris les vélos et ils ont quitté Kara à vélo et ils ont roulé à vélo jusqu'à Blita. Quand ils sont arrivés à Blita, ils ont pris le train là-bas. Ils ont pris le train à Blita, ils ont mis les vélos dans le train et ils ont pris le train et ils sont arrivés à Lomé. Et quand ils sont arrivés à Lomé, ils se sont mis rapidement en relation avec Bodiolé. Et voilà, c'est Gaston Perret. Voilà, il était avec Gaston Perret. Et quand ils sont arrivés à Lomé, ils ont pris, comment appelle-t-on, ils sont partis voir Bodiolé. Et Adewi, le sergent Adewi, qui était l'armurier. L'armurier, c'est-à-dire celui qui s'occupait du magasin d'armes. Et donc, ils ont mijoté leur plan et ils ont décidé d'attaquer le domicile du président. Suivez-moi très bien, suivez la logique de ce que je viens de dire. Je vais aboutir à quelque chose. Il y a des choses sérieuses que je vais dire. Et donc, la zone du camp hérité, à l'époque, ce n'était pas encore une caserne proprement dite. C'était un champ de tir, une brousse dans laquelle les militaires allaient s'entraîner. C'était prévu que ça devait être une prochaine caserne.
Et c'est dans les années 62, c'était un champ de tir, et c'est dans les années 62 que Sylvanus a déplacé le champ de tir vers Toglekope, là où on fait le motocross là. J'ai même vu ce décret de Sylvanus Olympio qui a créé le champ de tir à Toglekope en réquisitionnant les terres des populations d'Agoé et de Toglekope. Et donc, il y avait une espèce de broussaille là-bas, dans cette zone qui était déjà une zone militaire. Donc, quand ils sont arrivés, Bojolé a donné des consignes à Dewey, qui a remis les armes, qui leur a donné les armes, parce que les démobilisés n'avaient pas d'armes, ils n'étaient pas dans l'armée, ils n'avaient pas d'armes. C'est pour ça que on ne parle pas fondamentalement d'un coup d'État. C'est un crime crapuleux. C'est des individus qui se sont levés pour des raisons alimentaires, ils sont allés tuer un chef d'État. Ils sont allés tuer un chef d'État pour des raisons alimentaires. Et donc, après, ils ont habillé ça en coup d'État. Donc, ils sont allés voir Bojolé et Bojolé a donné des consignes à Dewey et on leur a donné des armes. Et donc, avant d'aller opérer la nuit du 12 au 13 janvier, avant d'aller attaquer le domicile de Sylvanus Olympio, ils ont fait une réunion dans la brousse au cours de laquelle ils ont fait un rituel. Et Adema croyait tellement aux fétiches. Tout ce qu'il faisait, c'est toujours guidé par les fétiches. Je donnerai les détails. Toujours les fétiches. Il ne croit qu'aux fétiches. Avant d'aller en France, dans l'armée française, c'est toujours des évocations, des rituels. Et donc, ils sont allés à un endroit qui n'est pas trop loin de la lagune et ils ont fait un rituel là-bas pour que leur coup puisse réussir. Ils ont fait un rituel là-bas. Ils ont invoqué les esprits, ils ont sacrifié, je sais pas, ils ont sacrifié des animaux là-bas, ils ont fait le rituel la nuit. C'était leur point de ralliement. Et c'est de là qu'ils sont partis à partir de minuit pour aller attaquer le domicile du président. À l'époque, le domicile du président n'était pas gardé par une escouade de militaires. Il y avait à peine 2 ou 3 policiers qui étaient au domicile. Et quand ils sont arrivés au domicile du président, il y avait 2 qui étaient déjà complices. Et donc, il y a un qui était au domicile du président qui ne voulait pas se laisser faire. Et lui, il était décidé à leur barrer la route. Et comme ceux qui sont venus pour attaquer étaient plus nombreux, d'abord, il y a des mots à la choisée en langue, en patois. Et le gars a dit non, 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 qui sont ici, c'est pour protéger les présidents, c'est pour pas vous faire des bêtises. Et ils l'ont désarmé. Ils ont désarmé ce monsieur avant d'engager les hostilités. Et ce monsieur, Adema est resté très dur avec lui quand ils ont pris le pouvoir. Et ce monsieur est resté longtemps dans l'armée, très misérable, jusqu'à, il a fini, je pense, à un grade de caporal. Alors que c'était quelqu'un qui avait déjà un très bon niveau et qui était au domicile du président et qui était l'un des rares qui s'était vraiment opposé à l'action qu'il voulait mener. Et ce monsieur, il doit être de Sanda. C'est un canton vers Kara, tout ça. Et donc, ils ont engagé les hostilités et le président, ils sont rentrés dans la maison du président, ils ont enfoncé les portes, le président s'est réfugié à l'ambassade des États-Unis, vous connaissez la suite de l'histoire, et puis après au petit matin, ils ont assassiné le président, ils ont tué le président. Donc quand ils ont tué le président, Adema lui-même a déclaré dans le journal Le Figaro à l'époque qu'il voulait amener Sylvanus au camp pour discuter avec lui. Le président Sylvanus ne voulait pas avancer et lui il a descendu. Lui-même il a dit qu'il a descendu. C'est comme ça qu'il a déclaré. C'était pas sûr que Bojolé était sur le terrain, mais c'est lui qui a organisé tout ça et la bande d'Yadema, ils sont allés pour liquider le président. Et dès que le président a été assassiné, c'était la stupéfaction dans toute la capitale. Les gens étaient stupéfaits et tout. Et rapidement, Yadema qui a revendiqué ce acte-là, alors que celui qui était le plus l'organisateur c'était Bojolé, Yadema a rapidement supplanté Bojolé. Vous savez, quand il y a quelqu'un, vous êtes dans un groupe, il y a quelqu'un qui ne se décide pas, il y a quelqu'un qui est peut-être plus courageux, qui dit voilà, moi je prends la responsabilité. Donc Yadema
a supplanté Bodiolé. Bodiolé qui était adjudant-chef à l'époque, et Adema est devenu rapidement capitaine. Pourquoi je vous narre tout ça avec les détails? Je vais arriver à un point névralgique et vous allez comprendre pourquoi. Donc, le président a été assassiné. On a fait appel à Grunitzky, en tout cas, les autres officiers, les Dadjo, les Congo, les Assila, tout ça, au petit matin, chacun est venu devant la presse pour faire semblant de suivre tout ça. Et après, on a appelé, comment appelle-t-on, Grunitzky de venir assurer, ne serait-ce que la situation pour apaiser les cœurs et tout ça. Et Grunitzky a pris le pouvoir et Adema, lui, il a intégré l'armée parce que dès que Grunitzky a pris le pouvoir, Grunitzky a pris un décret pour intégrer ces gens-là dans l'armée. Donc Adema a pris rapidement le grade de capitaine, donc il a supplanté Bodiolé. Et donc, à partir de ce moment-là, les brouilles entre Yadema et Bodiolé ont commencé. Donc, Yadema a pris le dessus sur Bodiolé. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils savent qu'entre Yadema et Bodiolé, il y a eu une brouille jusqu'à ce que Bodiolé a été isolé et tout ce qui est arrivé après. Et les gens comme les Adéhui, qui ont remis les armes pour aller faire les coups d'État, et ils sont devenus les hommes de main de Yadema et qui ont participé à beaucoup d'assassinats, notamment, j'ai parlé de Laurent Djagba. Laurent Djagba, dans sa cellule en 1970-71, dans la nuit du 31 au 1er janvier 1970-71, je pense que c'est 71, ils ont été torturés. Leur club là, les trois qui ont été Collor, Laurent Djagba, je pense aussi au CI, ces gens-là ont été torturés et assassinés par Adéhui, Gaston et Lawani. C'est eux. Et aujourd'hui, on n'a pas retrouvé les corps de Laurent Djagba et tous les autres. Donc, c'est les premières victimes du règne de Yadema, et c'est Adéhui et tout ça qui ont posé ce acte-là. Et donc, alors, déjà, quand Yadema est rentré au camp, il a commencé par monter en grade. Rapidement, il est devenu le patron de l'armée. De telle sorte que dans les années 65, déjà, tout ça, quand on ouvrait le défilé militaire pour le 27 avril, c'est Yadema qui, en tant que chef de l'armée, qui ouvrait le défilé parce qu'il est monté en grade et il est devenu chef d'état-major. Et vous savez que le camp hérité, c'est le domicile du chef d'état-major de l'armée. Vous savez que les chefs d'état-major au Togo, que ce soit le chef d'état-major général de l'armée de terre, le chef d'état-major général de l'armée de l'air, le chef d'état-major général de l'armée de la marine et le chef d'état-major général, ils vivent au camp hérité. C'est là leur domicile. Donc, Yadema s'est installé au camp en tant que chef d'état-major. C'est comme ça que Yadema est resté au camp jusqu'à sa mort. En fait, le camp hérité est un lieu public. C'est un domaine c'est un domaine d'État. Donc, Yadema lui en a fait un domicile privé. Et il est resté là jusqu'à sa mort. Alors, quand Yadema est revenu au pouvoir le 14 avril 1967, le 14 avril 1967, parce que c'est la date à laquelle Yadema a pris le pouvoir, après qu'on ait contraint Grunitzky à démissionner. Donc c'est le 14 avril que Yadema a pris le pouvoir. Yadema n'a pas pris le pouvoir le 13 janvier 1967. C'est aussi un mensonge. C'est le 14 avril 1967 que Yadema a pris le pouvoir. Et donc, avec Bodiolé et tous les autres amis, il y avait déjà des problèmes. Quand Yadema a pris le pouvoir, et le 14 avril 1966, pour consolider son pouvoir, ils ont instauré un rite, un rituel. Et c'est là où je veux arriver. Il faut m'écouter très bien. C'est là où je vais arriver. Vous voyez le camp hérité. L'information que je vais donner, je l'avais déjà donnée en 2013. Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je l'avais donnée en 2013. Et ça a créé des remous. Mais maintenant, je le donne avec des détails. Vous voyez le camp hérité.
le côté qui fait face à la gendarmerie, le côté vers la lagune qui fait face à la gendarmerie. Vous allez voir que ce côté-là, il y a une petite porte dérobée. En saison sèche, vous allez voir qu'il y a une porte dérobée qui débouche sur un espace vert avec des arbres qui sont à côté et un appartement. Il y a un appartement là-bas, il y a un appartement et il y a des espaces. Maintenant, ils ont planté des arbres. À l'époque, quand j'avais fait l'article, j'avais pris une photo même, j'ai montré cet endroit-là. Donc, il y a une porte, un petit portail qui sort de là. Qui sort vers la lagune a séché. Je ne sais pas si ce que je dis vous comprenez. Il y a un portail là-bas. Donc, c'est là-bas qu'ils se sont réunis pour invoquer les esprits et faire les sacrifices avant d'aller tuer Sylvanus. Et Adema a fait de cet endroit un lieu de rituel pour la consolidation de son pouvoir. Et chaque année, le 13 janvier, la nuit du 12 au 13 janvier, ils refont la même cérémonie qui leur a permis de tuer Sylvanus et de prendre le contrôle du pays à cet endroit-là en sacrifiant un bœuf. Ils ont mis là-bas une stèle du Togo. Il y a une stèle du Togo qui est là-bas. Ils ont fait une statue du Togo. Donc il y a un Togo qui est peint en blanc. Il y a une stèle du Togo là-bas. Et c'est autour de cette stèle-là qu'on fait les incantations, qu'on fait la cérémonie. Et on sacrifie le bœuf là-bas pour renouveler leur prise de pouvoir et le contrôle qu'ils ont sur le pays. À l'heure où je vous parle, ils ont déjà mis les bœufs là-bas. Parce que Faure fait pareil. Faure qui n'a pas participé à l'assassinat de Sylvanus Olympio, depuis qu'il est venu au pouvoir, il se sacrifie au même rituel. Ils vont le faire cette nuit, à partir de minuit. C'est là-bas ils font ça. Donc, on convoque quelques officiers, ceux qui tiennent les postes stratégiques dans l'armée, donc les chefs corps, les chefs d'état-major, c'est un groupe restreint. Et on fait un trou autour de la statue du Togo. Et on attache un bœuf. Le bœuf est à côté du trou, à côté de la statue du Togo. Et à minuit pile, les officiers sont convoqués. Et à minuit pile, le président prend une arme et il rafale le bœuf. Et on pousse le bœuf dans le trou et on ferme le trou. On fait des incantations et on ferme le trou. Cette cérémonie, elle se passe depuis 1967. Et depuis qu'il y a des mains venues au pouvoir. Et elle ne s'est jamais arrêtée. Quand Faure a pris le pouvoir en 2005, la première année, il a hésité à le faire. Après, il a pris la relève. On est bien en droit de se poser la question de savoir, Faure qui n'a rien à voir avec l'assassinat de Sylvanus Olympio, pourquoi il fait la même cérémonie que son père fait chaque année. C'est-à-dire, voilà des gens qui disent, on a supprimé le 13 janvier, nous voulons rapatrier le corps de Sylvanus Olympio, mais dans la nuit du 13, dans la nuit du 12 au 13 janvier, ils répètent la même cérémonie qui leur a permis d'assassiner Sylvanus Olympio. Et certains Togolais sont au courant de cette histoire depuis des années. Je vous ai dit que j'en ai parlé en 2013. Ça a créé des remous. C'est un lieu que tout le monde peut reconnaître. Quand vous prenez les pavés qui sont derrière la gendarmerie, vous jetez votre regard vers le camp RIT, il y a une petite porte qui sort du camp, un petit portail, il y a un appartement là-bas, il y a une statue du Togo là-bas, c'est sous cette statue-là qu'ils font la cérémonie, dans la nuit du 12 au 13 janvier à partir de minuit. C'est là-bas qu'ils font ça. Et ils vont le faire cette nuit. Ils vont le faire cette nuit. Parce que c'est ça qui leur permet de renouveler leur puissance spirituelle sur le pays. Ils vont le faire cette nuit. Donc, il n'y a que un carteron d'officiers triés sur le volet qui sont au courant de cette cérémonie-là qui se fait là-bas. Et donc, avant de passer à l'acte, vers minuit, on déploie discrètement quelques militaires, on laisse
une jeep sur la voie qui mène à NDA, qui est juste la gendarmerie. Vous savez, entre NDA et la gendarmerie, il y a une voie qui est bitumée. On laisse une jeep là-bas avec une doucette, surplombée d'une doucette. Vous connaissez la doucette. On laisse une jeep aussi à la station, pas loin de la station de l'Autogo là-bas, à la station, je ne sais pas si c'est Shell ou bien Total. On met une jeep là-bas. Vers le lycée, on met une jeep et puis on met un peu discrètement quelques individus en tenue civile avant de poser l'acte. Donc, parce que on ne peut pas comprendre que peut-être Eyadema le faisait parce que c'est là où il a convoqué son Grégor avant d'aller tuer Sylvanus Olympio. Mais Faure Gnassingbé qui dit mon père c'est mon père, moi c'est moi. Pourquoi lui il se sacrifie à cette cérémonie-là? Pourquoi il fait ça? La question fondamentale est là. Parce que l'assassinat de Sylvanus Olympio est le crime fondateur du régime de Gnassingbé. C'est le crime fondateur du régime de Gnassingbé, l'assassinat de Sylvanus Olympio. Donc, ceux qui sont... j'entends des gens qui racontent des conneries sur les réseaux sociaux que c'est pas Eyadema qui a tué Sylvanus Olympio. S'il ne l'a pas tué, pourquoi il fait les cérémonies pour renouveler sa puissance? Pourquoi il le fait? Pourquoi il l'a fait jusqu'à sa mort? Eyadema lui-même a déclaré dans les journaux français que c'est lui qui a assassiné Sylvanus Olympio. D'où vient que vous vous sortez pour dire que c'est pas lui? Même s'il s'est rétracté de 20 ans plus tard. Mais tout le monde sait que de ce groupe d'individus qui ont attaqué la maison de Sylvanus Olympio, a tiré sur le président. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait des témoins. Et quand les gens se sont brouillés, les gens ont laissé des confidences. Les gens ont laissé des témoignages. Donc, c'est là-bas qu'ils font cette cérémonie-là. Et ils vont le faire cette nuit. Ceux qui passeront vers une minuit dans la zone là, branchez bien vos oreilles, à moins qu'ils utilisent un fusil silencieux. Ils vont le faire cette nuit. C'est ça qu'ils font. Donc, ceux qui sont des hommes de Dieu dans notre pays, les pasteurs, les prêtres, les Hunola, vous qui racontez, certains qui racontent n'importe quoi, qui font des prophéties là, vous ne savez pas qu'ils font ça? Vous ne savez pas qu'on fait ça là-bas? Vous ne savez pas qu'on fait ça là-bas? Vous ne savez pas qu'on fait ça là-bas? Vous venez raconter des conneries sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas qu'on fait ça là-bas? Si vous êtes vraiment des gens, des chrétiens convaincus, depuis qu'on fait ça là, vos prophéties n'ont pas vu ça? Et vous ne savez pas que ça, il faut le neutraliser spirituellement? Donc, cette cérémonie se déroule chaque année à partir de minuit. Je vous dis qu'à l'heure où je vous parle là, le bœuf est déjà attaché là-bas. Parce qu'on amène le bœuf là-bas vers 13h, quelque chose comme ça. Le bœuf est là-bas. Et ils vont le faire. À moins que, parce qu'on en parle aujourd'hui, ils vont l'annuler. Mais je ne pense pas qu'ils vont l'annuler parce que c'est le crime fondateur de leur pouvoir. Ils vont le faire là-bas. Faure était à Kara le week-end. Il était à Kara vendredi, samedi. Il est rentré, je crois, hier. Certainement pour les formalités de cette cérémonie. Et demain, il y a le rapport des FAT. Donc, ils vont faire cette cérémonie cette nuit. Et demain, il y a le rapport général des FAT avec décoration des soldats qui sont morts au front. Bon, voilà, des gens sont morts, on les a enterrés dans l'anonymat, on ne les a pas décorés. C'est maintenant que ils sont morts depuis on les a enterrés, que c'est maintenant qu'on veut les décorer. Donc demain, il y a le rapport général des FAT avec décoration des gens qui sont morts au front. Donc, Faure est retourné, est rentré à Lomé hier. J'ai suivi son avion, même s'ils ont verrouillé un peu les trucs. Il est rentré à Lomé hier, certainement pour participer à cette cérémonie dont il est la clé de voûte. Donc, voilà comment, en 1963, ils ont opéré, les esprits qu'ils ont convoqués, l'endroit qui était l'endroit de ralliement, où ils se sont vus la nuit, et ils ont fait les sacrifices, ils ont pris les armes, avant d'aller dans la maison du président pour l'assassiner. Et donc ce lieu est devenu un lieu de rituel depuis des années pour la famille Gnassingbé qui tient le pouvoir. Donc c'est à ce lieu-là qu'ils font leurs bêtises. Voilà, si je peux le dire ainsi. Donc, Eyadema, puisque son pouvoir est né dans le sang, ça n'a évolué que dans le sang. Il ne croyait que au fétiche, il faisait que ça. Et
en 67, non, pas en 67, en 74, vous connaissez toute cette histoire de l'attentat de Sarakawa, tout ça qui était un mythe fabriqué de rien du tout, un mythe qui a été fabriqué, c'est de pièce en pièce. Il y avait même pas d'attentat, quoi que ce soit. Quand ils ont fini de faire la fête, le 13 janvier à Lomé en 74, ils ont décidé d'aller continuer le reste de la fête à Kara. Et à l'époque, c'est le colonel Ameyi, je ne sais pas si c'était colonel commandant ou quoi, qui était le préfet de Kara. Donc, ils ont décidé d'aller continuer la fête à Kara. Et l'avion qu'ils ont pris, ils l'ont rempli de beaucoup de nourriture, de la boisson et tout. Et donc, l'avion était très lourd. Et quand ils sont partis de Lomé, donc dans l'avion, il y avait Adema lui-même, Diafalo, il y avait De Gaulle. De Gaulle, c'est comment il s'appelle, c'est Aniko Palako, voilà. Il y avait De Gaulle, il y avait Nyemenya, il y avait Nyandi, il y avait, je sais pas, il y avait d'autres personnes. Et donc, quand ils sont arrivés en abordage à la piste, quand ils étaient en train de faire des manœuvres pour atterrir sur la piste, vous savez qu'à l'époque, la piste est à Tchitchao. Il y avait une piste coloniale à Tchitchao. Parce que beaucoup de gens ne savaient pas que à l'époque, il y avait l'aérodrome de Lomé, il y avait l'aérodrome de Sokoré, il y avait des pistes à Takpamé, je pense qu'il y avait une piste à Anéro, il y a une piste de Dapaon, mais il y avait la piste d'atterrissage de Tchitchao pour la région de la Kara. Il y avait une piste d'atterrissage à Tchitchao. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Si vous prenez la carte coloniale, il y avait la piste. L'aéroport de Niantourou n'existait pas. L'aéroport de Niantourou, c'est 83. Donc, il y a une piste à Tchitchao qui juste le village de Sarakawa. Il y a une piste à Tchitchao. Donc, depuis qu'il y a des mains pour le pouvoir, il atterrissait sur cette piste-là. Il atterrissait là-bas. Il atterrissait sur la piste là-bas à Tchitchao. Donc, il y a une piste là-bas. Donc, l'avion a fait des manœuvres comme elle était très lourde pour atterrir. C'est en atterrissant, l'avion a déjà touché le sol, qu'il y a une aile de l'avion étant lourd à balancer, et l'aile de l'avion a heurté un arbre. Donc, l'aile de l'avion a heurté un arbre. Vous voyez? Donc, vous voyez quand un avion atterrit et que le pilote perd un peu les manettes, l'avion bouge dans tous les sens. Donc, il y a eu une sortie de piste, voilà l'expression. Il y a une sortie de piste et l'aile de l'avion a cogné un arbre. Et donc, quand l'aile de l'avion a cogné un arbre, dans la bousculade, il y a eu des gens qui sont décédés. Par exemple, De Gaulle, Aliko Palako, il s'est levé de son siège pour voir qu'est-ce qui se passait. Et il a eu un choc, il est mort, parce qu'il était très jeune. Après, il y a, je pense, Nyemenya qui est mort. Il y a aussi Nyandi qui est mort. Et il est sorti, il n'avait que des égratignures. Il n'avait même pas de grandes blessures, puisque l'avion n'était même pas brisé. Il n'avait pas de blessures. Il n'y avait que quelques égratignures. L'avion n'était pas vraiment chose. Et donc, ils ont rapidement inventé une histoire. Ils ont achevé les pilotes, parce que les pilotes n'étaient pas morts. Ils ont achevé les pilotes. Et il faut lire les mémoires de Foccart. Foccart a clairement dit, Foccart qui a fabriqué les présidents en Afrique, qui est le chef de la France-Afrique, Foccart a dit qu'il n'y avait pas d'avion. C'était pas un attentat. C'était juste un atterrissage raté, un truc banal. Foccart l'a dit dans ses mémoires. Et donc, ils ont achevé les pilotes et Adema est sorti. Vous connaissez cette fameuse phrase qu'on a toujours prononcée, que le général Ameyi ou bien le colonel Ameyi a demandé à Adema, mon général, est-ce qu'on vous amène à l'hôpital? Adema dit non, je vais chez moi à la maison. Justement, quelqu'un qui tombe d'un avion, si l'avion vraiment c'était un attentat, il va pas aller à la maison. Donc, Ameyi qui était déjà là avec les autorités coutumières de Kara pour recevoir Adema, eux ils étaient là, ils ont vu comment l'avion a fait les manœuvres et l'avion a raté la sortie de piste. Donc c'est Ameyi après qui a pris un caterpillar pour venir briser l'avion. L'avion n'était pas brisé. L'avion était en forme, il n'y a que l'aile qui a eu des problèmes. Donc on aurait pu même reprendre l'avion, le réparer. Donc c'est Ameyi qui a pris un caterpillar pour casser l'avion. Et ils ont dit ouais, que c'est un attentat organisé par les impérialistes et Adema en est sorti vivant. Mais Adema n'était pas le seul vivant.
Il y a eu d'autres personnes qui étaient dans l'avion, qui sont là. Ces gens-là aussi ont laissé des témoignages. Il y a des mécaniciens, il y a des gens qui étaient dans l'avion. C'est comme ça qu'ils ont inventé cette histoire-là. Et là aussi, donc les gens de Sarakawa, puisque l'avion était au bout de piste, donc c'était beaucoup plus proche du village de Sarakawa, les premiers à courir pour venir sur le lieu, c'était les habitants de Sarakawa, parce que vous voyez, une piste coloniale, elle est longue, donc Chichao est resté en retrait, donc c'est les gens de Sarakawa qui sont les premiers à venir. Donc Adema a dit, bon, comme c'est les gens de Sarakawa qui sont venus pour constater les premiers les dégâts, on va dire que c'est l'attentat de Sarakawa. Alors que la piste, là, c'est une piste qui se trouve dans le canton de Chichao. Donc c'est comme ça qu'ils ont inventé l'histoire. Et depuis, ils ont transformé ce lieu en un lieu de je ne sais quoi, qu'il y a des mains vaincu les impérialistes. C'est comme ça qu'on les manipulations, ils font les manipulations. Il y a des mains vaincu les impérialistes et tout et tout. Et là aussi, ils ont créé un égrégore là-bas. Ils ont créé un égrégore là-bas. Ils ont transformé ce lieu en un lieu fétiche. Ils ont créé un égrégore là-bas. Et la veille du 24 avril, ils font aussi des sacrifices là-bas. Ils tuent des bœufs, tout ça. Ils invoquent les esprits. Et puis après, ils vont partager la viande aux militaires, au camp Kara et à Nyamtougou et tout ça. Et le lendemain, maintenant, les gens viennent en blanc pour dire, ah, on célèbre le 24 janvier. Fort, par exemple. Fort n'est pas tombé de l'avion le 24 janvier. Pourquoi il le célèbre? Fort Gnassingbé n'est pas tombé de l'avion le 24 janvier. Il n'en a rien à voir. Pourquoi il se rend là-bas le 24 janvier? Est-ce que vous pouvez poser la question de savoir pourquoi il se rend là-bas le 24 janvier alors que ce n'est pas lui qui a été victime de ça? C'est parce qu'ils ont créé un égrégore là-bas qui leur permet de faire des choses sur le plan spirituel pour contenir le pays. Et donc ça aussi c'est un lieu. C'est un lieu de leur pratique. Et à Lomé, quand ils célèbrent le 24 avril à Sarakawa là-bas, à Lomé aussi, il y a une messe qu'on organise au camp hérité avec des prêtres qui viennent. Et avant d'organiser cette messe-là, la veille, la nuit du 23, ils font aussi des sacrifices au camp hérité là-bas, aux deux entrées principaux, l'entrée qui fait face au lycée et l'entrée qui sort vers Ranco. On tue des bœufs, des animaux, on fait des sacrifices là-bas. Et la viande, les bœufs qu'on tue là, les moutons là, c'est ça qu'on utilise pour préparer et que le lendemain, quand les prêtres viennent célébrer la messe, au camp hérité, c'est la viande là qu'on leur sert pour manger. Vous imaginez ça? Vous les prêtres catholiques là. Écoutez-moi très bien. Le 24 janvier, quand vous allez sacrifier, quand vous allez faire les messes au camp hérité là, la viande qui sert à préparer et qu'on vous sert là, comme réception là, c'est des choses qui ont été égorgées la nuit pour les invocations, pour les sacrifices. Et vous allez là-bas vous manger. C'est ça. C'est ce qu'ils font. C'est ça. Donc, il y a ça. Il y a ça. Donc, il y a le 13 janvier. Donc, cette nuit, ils vont le faire. Sarakawa, ils vont le faire. Ils vont le faire au camp hérité aussi, et Sarakawa. Et il y a beaucoup de gens qui disent que la colombe de la paix, il y a quelque chose là-bas. Moi, je ne peux pas l'attester. Je dis les choses dont je suis certain. Je ne peux pas l'attester, mais beaucoup de gens disent colombe de la paix n'est pas un monument simple. Il y a des choses qui sont cachées là-bas. La seule chose que je sais est que dans les années en mars 93 et en janvier 94, lorsqu'il y a eu l'attaque du camp hérité, le lieutenant Tokofai, qui est un redoutable soldat togolais, a essayé de descendre la colombe. Peut-être qu'il en sait quelque chose. C'était un soldat que Yadema redoutait, et peut-être qu'il en sait quelque chose. Il a essayé de descendre la colombe, et les gens disent qu'il y a quelque chose là-bas dans cette histoire de colombe. Et donc, Tokofai et Yadema en avaient tellement peur, parce que c'était un officier très redoutable, que dans les contacts qu'il avait avec Rollis pour normaliser leurs relations, il y a eu deux attaques. Il y a eu l'attaque de mars 93 et puis l'attaque de janvier 94. Donc Yadema, qui
était dans les approches d'apaisement de ses relations avec le président ghanéen Rollis à l'époque. Et dans les discussions, Yadema a décidé, Yadema a demandé qu'on lui offre Tokofai, qu'on liquide Tokofai. Et les Ghanéens, à l'époque, n'ont pas voulu se salir les mains. Ils ont accepté le principe et ils ont ouvert un couloir et une unité togolaise est rentrée au Ghana avec la complicité d'un indicateur. Et puis, on a assassiné Tokofai au Ghana. Et entre-temps, et Yadema abritait aussi un opposant à Rollis, qui était très redoutable, qui se faisait entraîner avec ses éléments à Kpewalaba, vers Bafilo. Et ce monsieur, on le surnommait japonais. Donc c'est un gars qui voulait déstabiliser le pouvoir de Rollis. Et donc, quand les Ghanéens ont accepté, ont autorisé qu'on liquide Tokofai au Togo, et Yadema aussi, a liquidé ce monsieur japonais à travers un accident qui a été provoqué, et ce monsieur, on n'a pas retrouvé son corps jusqu'à ce jour. C'est comme ça que chacun s'est débarrassé de son ennemi avant qu'il ne scelle la paix. Et entre-temps, il y a les terroristes de 86, ce qu'on a appelé les terroristes en 86, les gens qui sont venus. Il y avait quelques soldats ghanéens dont Yadema avait conservé les corps au Togo, et donc dans le processus de ce rapprochement entre le Togo et le Ghana, le Togo est fort, Yadema a restitué les corps au Ghana, et les gens ont été enterrés par leur population. Donc, toujours dans ces histoires de pratiques et de rituels. Vous savez que en 2005, après tout ce qu'il y a eu comme massacre au Togo, il y a fondamentalement 3 ou 4 pays qui sont très liés au Togo avec des pratiques, des rituels, les histoires de rites et tout ça. Il y a le Zaïre, je ne veux pas parler de la RDC, il y a le Zaïre de Mobutu, et je vous dirai pourquoi. Il y a le Gabon de Omar Bongo. Ces dernières années, il y a le Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso. Et plus au nord de chez nous, il y a le Niger. Pourquoi le Niger? Parce qu'il y a Yadema fait le Niger et il a conservé beaucoup de relations avant de partir dans l'armée française. Ils nous ont servi au Niger, ils ont des réseaux là-bas, les marabouts et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, en 2005, donc Yadema, Mobutu, tout ça, ils s'échangeaient des marabouts. Et il y a un marabout de Mobutu qui est arrivé au Togo dans les années 90, quand le pouvoir était secoué, qui est resté au Togo pendant longtemps, qui s'appelait Francis. C'est un Burkinabé qui a servi longtemps avant de quitter le Togo et d'aller dans son pays. Il y a aussi un autre qui est du Niger, Aladi Taïrou, lui je pense qu'il est toujours là. Il y a, comment appelle-t-on, Mobutu qui avait donné à Yadema un fétiche. Et dans leur histoire d'authenticité, vous vous rappelez à l'époque, après les mensonges des histoires de l'attentat de Sarakawa, ils sont rentrés dans l'authenticité. Yadema a laissé tomber le nom Étienne pour s'appeler Gnassingbé Yadema. Mobutu est devenu Mobutu Kuku Wazabanga, des histoires comme ça. On a changé la veste contre la bacoste. Il faut faire l'animation politique, il faut faire ci, il faut faire ça. Les gens dansaient, ça remuait les fesses et tout ça. Et donc, Mobutu avait un fétiche dont le pendant n'est que l'animation politique et tout ce qui est la joie, les pleurs, tout ça là. Donc, et Mobutu a remis ce fétiche-là, Yadema. Et ce fétiche-là, il est à Lomé 2. Il est à Lomé 2 et il est installé là-bas. Il y est toujours. Et quand avec la conférence nationale, on a supprimé l'animation politique, on a décidé de supprimer l'animation politique, il fallait nourrir le fétiche là. Parce que ce fétiche n'aime que du bruit, la musique, les danses, les histoires comme ça, et parfois même aussi les pleurs. Donc ce fétiche là, c'est quand on a supprimé l'animation politique qu'on a instauré les marches de soutien. Qui sont des choses qu'on utilise pour répondre aux exigences du fétiche. Toutes les marches de soutien qu'on a eu à faire jusqu'à la mort de Yadema. Maintenant,
Il faut nourrir le fétiche, parce que quand vous installez les gens qui sont dans les pratiques africaines, vous savez, quand tu prends un fétiche chez toi, il faut satisfaire aux exigences du fétiche, parce que de temps en temps, le fétiche va faire du bruit pour que vous puissiez lui donner ce dont il aime. S'il aime les humains, il faut lui sacrifier les humains. S'il aime les animaux, il faut lui sacrifier les animaux. Et s'il aime tant, il faut lui sacrifier les temps. Et vous allez constater que dans notre pays, de temps en temps, sinon régulièrement, on organise des concerts. Comme on en a organisé à la fin de cette année, l'année 2024, sur l'ensemble du territoire. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi un président de la République qui fait 20 ans au pouvoir, il n'a pas construit un palais des sports, il n'a pas construit un palais de culture, il n'a pas construit de centre culturel, il n'y a pas de lieu de spectacle, il n'y a pratiquement rien. Et à la fin de l'année ou au cours de l'année, on organise des concerts, on débloque de l'argent. L'année dernière, c'est-à-dire 2024, ils ont donné 250 millions pour faire les concerts sur l'ensemble du territoire, dans les 5 régions. Actuellement, cette histoire de 250 millions est en train de provoquer la bagarre entre les artistes. C'est-à-dire, avec 250 millions, on peut commencer même la construction d'un centre culturel pour permettre aux artistes d'avoir un lieu où ils se produisent et d'avoir des meilleures conditions. Mais on utilise ça parce que derrière, il y a un objectif à atteindre. Donc, vous avez vu que au cours de la fin de cette année-là, on a organisé les concerts partout. L'année dernière, c'était pareil. L'autre année, c'était pareil. De temps en temps, on organise des concerts. On fait du bruit. Stade de Kégué, tout ça, on organise des concerts. On dit c'est sous le haut patronat de ci, de ça. Ce sont les exigences de ce fétiche-là. Ce sont les exigences de ce fétiche-là qui est à Lomé 2. Il y a beaucoup de gens qui connaissent là où se trouve ce fétiche à Lomé 2. Et il y a toujours. Il y a toujours. Pour vous dire que vous ne pouvez pas avoir une idée du monde obscur dans lequel baigne ce pouvoir. Sur quoi ce pouvoir est assis depuis des années. Et c'est pour ça que, particulièrement, je suis très remonté contre tous ceux qui disent qu'ils sont des religieux. C'est vrai qu'on est des hommes de Dieu. Tous ceux qui racontent n'importe quoi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il y a des gens vraiment au Togo qui sont vraiment imprégnés de la puissance de Dieu et qui sont vraiment des gens puissants, ils devraient savoir que tout ça, ça existe. Il y a d'autres choses qui existent dans le pays. Ils devaient savoir que tout ça, ça existe. Et ils devaient travailler spirituellement à annihiler tout ça. Ils devaient travailler avec la puissance qu'ils ont à neutraliser tout ça pour permettre au pays de se relever du monde obscur dans lequel on l'a plongé. On ne peut pas avoir au Togo plus de 300 000 églises révélées et être dans l'obscurité spirituelle. Si l'église, je laisse de côté les mosquées, si l'église a pour mission de chasser l'obscurité, avec autant d'églises qu'on a au Togo, 300 000 églises, on aurait pu chasser toute l'obscurité qui enveloppe le Togo depuis des années. Comprenez que autant il y a de bons pasteurs au Togo, mais il faut savoir que la majorité sont des escrocs. Je pèse bien mes mots. Des escrocs et des bandits spirituels. Comme ceux qui vous servent les prophéties là. C'est ça. C'est ça. Si tu as la capacité de servir une prophétie, c'est que tu as la capacité de voir les choses obscures qui se font dans le pays. Au lieu de venir blaguer les gens. Au lieu de venir blaguer les gens. Et je vais vous parler tout à l'heure de les histoires de prophétie. Parce qu'on a vécu un exemple au CST. Au CST là, vous savez que c'est nous qui avons organisé le CST. On a eu un exemple là-bas. Les histoires de prophétie là, je vais vous dire ça. Moi j'ai la tête froide, hein, j'ai la tête sur les épaules. Je ne suis jamais pris par les émotions. Je suis quelqu'un. Et donc, où est-ce que j'en étais? Où est-ce que j'en étais?
Donc je parlais du fétiche de Mobutu. Voilà. Et ce fétiche, il est là, à Lomé 2. Et il a ses effets aussi sur le pays. En 2005, quand Faure est parvenu au pouvoir, dans la mare de sang que vous connaissez, avec tout ce qui s'est passé, on a sollicité des marabouts qui sont venus du Niger. Et ces marabouts ont fait rentrer au Togo des chameaux. Ces marabouts ont fait rentrer au Togo des chameaux. Et il a été enterré un chameau par préfecture pour que le jeune président puisse avoir la maîtrise du pays, mais au-delà, pour que la communauté internationale puisse fermer les yeux sur les massacres qui ont eu lieu au Togo. Et donc, on a fait venir ces chameaux qu'on a enterré, un chameau par préfecture, en 2005, après la session de Faure Gnassingbé au pouvoir. Les pasteurs, vous savez ça? Les prêtres, vous les savez? Vous savez ça? On a enterré un chameau par préfecture. Il y a des gens qui ont participé à ça. Aujourd'hui, ces gens-là, les gens parlent. Il y a des gens qui ont participé à ça. On a enterré un chameau par préfecture. Et l'un des marabouts qui était devant cette affaire-là, je ne vais pas donner son nom ici parce qu'il est encore au Togo, il a été arrêté dans l'affaire de Kpacha Gnassingbé. Parce que c'est un marabout qui, après avoir fait tout ça, il avait eu un penchant pour Kpacha Gnassingbé. Donc il fréquentait Kpacha Gnassingbé. Et quand on devait ramasser tous ceux qu'on a accusés de faire des complots contre Faure Gnassingbé, ce marabout aussi on l'a pris parce qu'on estimait qu'il était en train de faire une préparation mystique pour Kpacha Gnassingbé. Il a fait 3 ans de prison. Et ce marabout a été torturé à l'ANR. Quand il était à l'ANR, on lui a dit: comment est-ce que tu peux être avec le prêtre et le fétichiste à la fois? C'est-à-dire qu'on a dit à ce marabout qu'il voulait jouer le double jeu. Pourquoi il est avec le prêtre et il est avec le fétiche aussi à la fois? Donc ce marabout, il fait partie de ceux qui sont partis se plaindre à Abuja pour torture. Et il fait partie de ceux qui ont bénéficié de la condamnation de l'État togolais par Abuja. Et il a eu aussi les indemnités. Aujourd'hui, il est commerçant au grand marché de Lomé. C'est lui, avec d'autres, qui ont convoyé les chameaux et ils les ont enterrés. Un chameau par préfecture. Un chameau par préfecture. Ils ont enterré les chameaux pour que le jeune président puisse contrôler le pays, mais également pour que la communauté internationale puisse fermer les yeux sur les massacres qui ont eu lieu en 2005. Voilà comment ça s'est passé. C'est pas fini, hein? On continue. Donc, de temps en temps, il y a tous ces gens-là qui sont dans le pays, plusieurs marabouts. Il y a un marabout qui sont à la caisse, il y a des marabouts qui sont à la caisse. Il y avait un que Yadema hébergé pendant longtemps à la caisse, pas trop loin de la résidence de Dagadi, qui faisait beaucoup de pratiques. On tuait des bœufs, on tuait des chevaux, on partageait aux militaires, les gens mangeaient sans savoir que c'est de la viande travaillée, et tout ça, les gens mangeaient dans les casernes et tout ça. Donc, je vous disais que Eyadema avait un penchant très poussé pour tout ce qui est pratique occulte et tout ça. Avant de se rendre à Blita avec leur vélo de Pia, avant de revenir à Blita pour prendre le train et venir à Lomé pour se joindre aux autres pour faire le coup d'État, Eyadema a fait un rituel là-bas, chez lui là-bas à Pia, autour d'un cours d'eau. Un cours d'eau avec lequel il a une histoire particulière. Même quand il devait aller dans l'armée française pour faire la guerre, il semble qu'il a fait des pratiques là-bas. Et il a fait une pratique là-bas, un rituel là-bas autour de ce cours d'eau-là, avant d'arriver à Lomé pour faire ce qu'ils ont fait à Lomé. Et ce cours d'eau-là, qui passe dans le village de Akeyi, qui n'est pas trop loin du vestibule Gnassingbé, s'appelle Aoyo. Vous comprenez? Ce cours d'eau s'appelle Aoyo.
en Kabyle. Comme ça, c'est un nom comme ça, en Kabyle. Et c'est par rapport à son histoire particulière qu'il a avec ce cours d'eau-là que cette boisson a été fabriquée et qui a servi, je ne sais pas, que les Togolais, qu'ils ont servi en abondance aux Togolais. Qu'ils ont servi en abondance aux Togolais. Qu'ils ont servi en abondance aux Togolais. Est-ce que les gens savent ça? Est-ce que les gens savent que ça s'est passé au Togo? Donc, vous connaissez l'attachement des Yadima à cette boisson. Ce n'était pas une boisson ordinaire. Ce n'était pas une boisson ordinaire. Elle n'était pas du tout ordinaire. Un jour, je connaissais cette histoire depuis plus de 20 ans. Vous savez, à l'entente de cette émission, de ce live, je disais qu'il y a des gens qui écrivent des bêtises sur moi, je ne réponds jamais. Il y a des gens qui disent que je ne suis pas journaliste, que je suis un activiste. Soyez heureux que je sois un journaliste. Il faut vraiment être heureux que je sois un journaliste. Parce que si je décide de devenir un activiste, il y a des choses que moi je sais. J'ai tellement d'informations, je suis tellement renseigné, que si je me mets dans la peau d'un activiste, un activiste n'a pas de limite. Un activiste n'a pas de limite. Un journaliste, il fait attention, il y a la limite de l'information. Il y a des lignes qui ne dépassent pas. Si je me mets dans la peau d'un activiste, mais il y a des gens à Lomé qui vont se suicider. Tout ce qui se passe à Lomé, l'immoralité, les bêtises qui se font avec les femmes. Mais je vais sortir des trucs avec des noms, des précisions, les séances de partout, des conneries, les femmes de certains ministres qui se font défoncer sans que leur mari ne sache. Et si je sors tout ça, mais vous allez vous suicider. Vous allez vous suicider. Donc, soyez encore heureux que je sois dans la peau du journaliste. Je ne veux pas être un activiste. Si je décide d'être un activiste, même ce que je dis là, c'est 10% de ce que je sais. Moi, je suis informé. Il y a des ministres, je les vois, il y a des ministres, je les vois de loin sur les réseaux sociaux, bien à la télé, ils me font pitié. Parce que même leurs femmes à la maison, ils ne les contrôlent pas. Quelqu'un les contrôle. Ils ne savent même pas ce qui se passe à leur domicile. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien. Mais le jour où ce pouvoir tombera et que des informations vont sortir, des gens n'auront même pas le courage de sortir dans la rue. Ils vont se suicider. Donc, soyez encore heureux que je suis journaliste et que je donne des informations comme un journaliste. Si je deviens activiste, bonjour les dégâts. Ce qui se passe au Togo, sur le plan moral, sur le plan des valeurs, on n'a jamais vu ça nulle part. Le Togo ressemble aujourd'hui à ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite sur le plan des valeurs. Il n'y a aucune limite. Ouais. Isidore, est-ce que il faut contester, ils sont en train de signaler le live sur TikTok, il faut le contester, ils sont en train de signaler le live, il faut contester, TikTok veut fermer le truc de live, ils sont en train de contester. Mais le Togo est au fond du fond, dans l'immoralité. Au fin fond de l'immoralité. Donc soyez vraiment très heureux que je sois journaliste. Voilà, je ne suis pas activiste pour dire venez, je vais casser les papous. Non, ça ne me servira à rien. Sinon, le Togo dépasse même Sodome et Gomorrhe.
Ce qui se passe au Togo, c'est incroyable. Et des gens comme ça ne peuvent pas diriger un pays. Des gens qui se livrent à ces genres de pratiques ne peuvent pas diriger un pays. Et vous comprenez pourquoi le Togo est un pays qui s'enfonce dans l'obscurité, qui ne brille pas. Parce que tout ce qui est interdit, on le fait au Togo. Tout ce qui est interdit par la morale, on le fait au Togo, sans aucune limite. Sans aucune limite. Et vous avez dans ce pays des hommes religieux dont certains sont au courant, ils ne disent rien. Je parle de toutes les religions, ils ne disent rien. Au contraire, certains préfèrent aller bouffer chez ces gens-là. Vous avez aussi des prêtres dans la religion traditionnelle vaudou. Il y a eu maintenant une certaine effervescence de nos pratiques anciennes. Il y a beaucoup de Bokono qui sont maintenant là, les mamies les quoi, qui sont là sur les réseaux sociaux. La dernière fois, je suivais par hasard sur TikTok une dame qui dit qu'elle est mamie ici, qui dit que c'est le vaudou qui lui a dit d'aller sur Facebook pour faire sa promotion. J'ai dit, ah bon? Donc le vaudou savait que Zuckerberg a créé Facebook. Donc le vaudou c'est que Zuckerberg a créé Facebook. Au point que son vaudou lui a dit, va faire ma promotion sur les réseaux sociaux Facebook, TikTok. Vous voyez des escrocs comme ça. Des escrocs, eux aussi, c'est une autre plaie ça. Une autre plaie pour le pays. Des gens qui disent, ah oui, il y a des puissances. Si vous avez ces puissances-là, mais il faut qu'on les utilise pour débarrasser le pays de ceux qui enfoncent le pays dans la merde. C'est des gens qui n'ont rien trouvé à faire et qui escroquent les gens pour tuer les coqs, les moutons chaque jour pour manger et qui font croire qu'ils sont en train de drainer quelque chose comme une puissance. Moi, j'ai grandi j'ai grandi profondément dans le milieu vaudou. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Même si je n'en parle pas souvent. Donc, nous sommes devenus notre propre problème. Tout le monde est devenu un escroc au Togo. Donc, il y a ça que je tenais aussi. On est 5200 personnes sur TikTok, 1800 sur Facebook, plus les sites qui relaient. Essayer de faire des petits gestes pour sécuriser le live. Donc, j'ai parlé de toutes ces choses-là, les liens ésotériques entre le Zaïre, le Togo, le Gabon. Le Togo, il ne vous a pas échappé que quand Faure était au pouvoir, il allait régulièrement chez Ali Bongo. Vous pensez que c'est pour la coopération seulement qu'il allait là-bas? Ils y allaient tout le temps. Il allait tout le temps au Gabon. Il allait tout le temps au Gabon. Vous pensez que c'est pour seulement la coopération? Ali Bongo, étant aussi malade, est venu au Togo. Il a traîné pour aller à la Pia là-bas. Tout ça, c'est l'aspect médiatique. Mais ils font autre chose. Ils font autre chose. Donc, Ali Bongo, qui était tout ça, et il y a quelque chose qui m'a fait tic dans la tête. Quand Ali Bongo est tombé, on a renversé Ali Bongo. Je pense 4 ou 5 mois après, ou bien 6 mois après, on a appris que l'ambassadrice, en tout cas celle qui faisait office d'ambassadrice du Togo au Gabon, elle est morte subitement d'une crise. Ça m'a fait tic dans la tête. J'ai dit, ah bon? Il semble qu'elle s'est déplacée, elle était bien portante, elle se déplaçait pour aller suivre un concert dans une seconde ville au Gabon, et puis elle a fait une crise et puis elle est décédée. Est-ce qu'elle en savait beaucoup trop? Pour une interrogation. Je ne veux tirer aucune conclusion, mais c'est quand même quelque chose qui était flou. Et quand c'est flou, il y a forcément un loup. C'était une fille très dynamique dans une île qui était très zélée aux affaires étrangères et qui a été mise là-bas pour couvrir un certain nombre de choses. Après, il y a le réseau Sassou. Donc voilà. Si on avait des religieux puissants au Togo, on devait conjurer tous ces trucs-là, ces trucs obscurs qui s'abattent sur notre pays
si on a des pasteurs puissants, des prêtres puissants, des vaudous puissants, des bokonos puissants, je ne sais quoi, on aurait pu conjurer tout ça qui se passe dans notre pays. Mais vous avez des gens qui sont sur les réseaux sociaux tous les jours pour vous dire que ouais, il faut venir dans le pèlerinage de mon église, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, je vous disais, il y a d'autres aspects qui sont en train de... j'ai pris... il y a d'autres aspects, vous savez, parler pendant des heures. Parfois, il y a des aspects qui vous échappent. Il y a plein d'autres choses. Vous avez vu que de temps en temps, quand il y a des périodes très très chaudes dans le pays, il y a des enfants qu'on digère, qu'on liquide. Vous avez vu en 2020 cette histoire qu'il y a eu des enfants qu'on a égorgés dans la préfecture de Blita, dont on a retrouvé les corps dans les voitures d'un membre de l'UNIR dans la région. Les populations se sont soulevées. L'affaire a été étouffée. Les gens voulaient, les populations voulaient qu'on fasse l'autopsie, ce qui s'est passé avec leurs enfants. Personne ne sait ce qui s'est passé, l'affaire a été étouffée. Après, il y a eu aussi des gens qui ont été tués à Sotobois. Là aussi, les gens se sont organisés, ont fait beaucoup de bruit. Après, on est venu prendre un fou, que c'est le fou qui a tué les gens. Et il y a cette histoire des filles qui ont été tuées à Goué, dont l'affaire n'a jamais été éclaircie. Donc, de temps en temps, vous avez des choses comme ça qui se passent dans le pays, qui sont parfois des prescriptions de marabouts qui sont au Togo, qui opèrent, et qui disent, il y a un danger qui arrive, pour conjurer le danger, pour supprimer le danger, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, il y a un marabout qui est en délicatesse avec le régime, qui s'appelle, ce marabout c'est un Ivoirien, il s'appelle Kra Ifaraye, c'est son nom, Kra Ifaraye, voilà, c'est son nom. Il est là à Lomé, il fait des trucs, il fait des consultations pour le régime. Il y a aussi d'autres marabouts. Et ce marabout dont je parle, il est vers Kakaveli, pas trop loin de LNBTP, dans une maison là-bas. Et avec les événements qui se produisent aujourd'hui, le régime qui sent qu'il peut avoir peut-être demain un soulèvement ou quelque chose comme ça, on a demandé à ce marabout de faire des consultations. Ce marabout a fait des consultations et a demandé qu'on fasse des sacrifices. Il a fait des prescriptions et on lui a donné les moyens. Au même moment qu'on l'a consulté, on a consulté d'autres marabouts dans le pays. Et ce marabout est parti faire ces prescriptions-là, est parti faire ces cérémonies. Il a dit que les esprits n'ont pas accepté la cérémonie. Alors que les autres marabouts ont dit que les esprits ont accepté la cérémonie. Et ce marabout, on a commencé par le soupçonner qu'il n'est pas vraiment fiable. Et entre-temps, on l'a sorti de la maison là-bas. Je parle de la route qui, avant l'état-major, après le service des transports routiers, la petite route goudronnée qui va vers Forêt d'une résidence à Kakaveli, là-bas dans la zone, là-bas, il y a une maison là-bas dans laquelle on a hébergé ce marabout-là. Vous voyez, c'est un Ivoirien. Et donc, il y a des choses incroyables qui se passent dans notre pays. Et si tant est que on a des hommes religieux puissants, ils auraient été capables de conjurer tout ça ou de neutraliser tout ça. Donc, je reviens à l'histoire de la prophétie de CST. Un instant, je vais regarder. Peut-être qu'il y a des gens qui me posent des questions. Je vais regarder. Oui, quelqu'un me demande si l'inauguration du marché de Sokodé, oui, ça a été annulé. Oui, l'inauguration du marché de Sokodé, ça devait s'inaugurer le 10 janvier, ça a été annulé. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, ils ont démobilisé les gens. Et donc, c'est l'ancien marché qu'ils ont reconstruit, donc c'est rien de nouveau. Donc, je reviens sur la question des histoires de prophétie. La religion est quelque chose d'assez complexe. Un philosophe a dit, c'est l'opium du peuple. Comme Dieu n'est pas, comment je dirais ça? Dieu n'est pas une entité qui réagit instantanément. Tout le monde se sert de Dieu. Tout le monde se sert aussi de certains esprits. Quand nous étions, on faisait les histoires de CST, Maître Adjarik Bandé sait de quoi je parle parce qu'on a travaillé énormément. Il y avait aussi Maître
Maître Gilles Benoît Afang-Bédié, tout ça. Il y a des gens qui sont sortis de nulle part et qui ont sorti une histoire de prophétie de 1946. Et ils ont commencé par inonder les médias, se faire inviter sur les radios. Ouais, qu'il y a une prophétie de 1946, que c'est cette prophétie a dit que le Togo devait être libéré par qui, on ne sait pas quoi, et tout ça. Et ces gens étaient invités tous les jours sur les radios. Ils racontaient des histoires. Et donc, nous, on observait tout ça. On se disait, mais c'est quoi cette histoire? Ils ont sorti même, c'est pas un parchemin, que ça a été écrit par je ne sais quoi, que voilà ce que ça va devenir, et tout, et tout, et tout. Et ces gens-là étaient sur les médias. Et cette histoire de prophétie, l'objectif recherché, c'était de dire aux Togolais, ne bougez pas, que Dieu même va s'occuper de votre problème. Dieu même a décidé de celui qui va libérer le Togo. Donc, ne vous bousculez pas. Les gars, si vous ne vous battez pas, aucune prophétie ne va libérer le Togo. C'est des histoires. Et donc, ceux qui pilotaient cette histoire de prophétie-là, ils sont allés vendre cette histoire à plusieurs leaders. Si vous êtes vraiment des hommes de Dieu convaincus que vous avez eu une prophétie, la prophétie devait se calquer sur une seule personne. Les gens qui ont répandu cette histoire de prophétie, même au départ, ils avaient dit que c'était Ford qui devait incarner la prophétie, que l'arrivée de Ford au pouvoir, c'était pour balayer le chemin, d'arranger tout ce que son père a fait pour que le Togo passe tranquillement vers une république normale. Ils avaient dit que c'était Ford Gnassingbé. Ceux qui ont répandu cette histoire de prophétie. Quand on était dans la période de CST, ils sont allés en prison vendre cette prophétie à Kwacha. En disant à Kwacha Gnassingbé que oui, que la prophétie dit que c'est lui. Ils ont soutiré de l'argent à Kwacha Gnassingbé. Il y a des gens qui étaient dans l'entourage de Kwacha Gnassingbé là-bas, qui étaient en prison, qui disaient Excellence. Il appelait, bon c'est comme ça, il s'appelait que comme Kwacha c'est une autorité, que Excellence. Mais non, les gars là sont en train de mentir, il ne faut pas le donner. Non, Kwacha aussi croyait. Ils ont vendu cette prophétie à Kwacha. Ils lui ont pris des sous. Jusqu'à ce que Kwacha ne se rende compte qu'ils sont en train de le schématiser, comme le disent les Camerounais. Il leur avait déjà donné beaucoup d'argent. Et quand ils ont quitté Kwacha, ils sont venus vendre la même prophétie à Agbeomé. Vous connaissez ces gens-là? Vous connaissez ces gens-là? Après, ils sont venus dire, la prophétie est tombée sur Agbeomé. Je ne sais pas c'est quelle prophétie qui n'a pas une personne fixe et qui évolue selon les personnes. On a vécu ça au CST. C'est quelque chose qu'on a tenté de combattre. Parce que ça participait à démobiliser la population. En disant aux gens, en faisant croire aux gens que oui, effectivement, quelque chose va arriver, restez tranquille, Dieu va vous délivrer. Aujourd'hui, d'autres personnes reviennent avec les mêmes histoires. D'autres personnes reviennent avec les mêmes histoires. Alors que les gens sont en train de travailler à conscientiser le peuple togolais, à mobiliser les Togolais, les gens commencent pas à sortir pour dire il y a une prophétie qui dit que Ford va faire ci, quelqu'un va faire ceci à Ford, et tout ça. C'est des schématiseurs. Ils connaissaient, ils savent comment faire les prophéties, ils ne savaient pas. Qui ont fait toutes ces pratiques kabbalistiques dans le pays. Ils sont au courant qu'une prophétie va arriver, ils ne peuvent pas détecter ce qui ne se passe dans le pays. Je ne peux pas vous dire, je peux pas vous dire endroit par endroit tout ce qu'on fait au Togo. J'ai parlé tantôt du camp hérité, j'ai parlé de Sarakawa, j'ai parlé de Colombe de la Paix. Il y a 12 endroits nommés, il y a les villas qui sont là, où il y a les marabouts, le camp des bérets verts. Le camp des bérets verts, ah là là, Kéké, on fait des pratiques là-bas. À Lomé 2, il y a des endroits. À Pia, il y en a. Pourquoi ces fameux prophètes-là, pasteurs puissants-là,
ne dénonce pas ces endroits où on fait des pratiques, où il ne prie pas pour neutraliser ces endroits. C'est ce qu'on a vécu au CST. C'est ce qu'on a vécu au CST. C'est ce qu'on a vécu au CST. Il y a d'autres personnes, quand ils ont commencé à faire ça, on les regardait avec beaucoup de curiosité. Mais c'est quoi cette histoire de prophétie? Si vous ne vous battez pas au Togo là, vous n'aurez rien. Si quelqu'un vient vous dire, ah oui, ah, on a eu la révélation que Fort va partir dans 2 ans, vous allez rester 100 ans, Fort sera là. Ne vous battez pas. Ne vous battez pas. Restez là à croire que quelqu'un dans l'entourage de Fort va venir libérer le Togo. Parce qu'un pasteur l'a dit ou un prophète l'a dit. Les gens qui ont fait la révolution dans le monde pour avoir la liberté, ils ne sont pas accrochés aux prophéties. Ils se sont levés, ils ont dit maintenant on veut être libre. Ils se sont battus pour être libres. Ils se sont battus pour être libres. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui sur cette histoire de 13 janvier et de tout ce qui en découle comme rite ou rituel qu'on fait à chaque fois pour consolider le pouvoir des Gnassingbé. Bien évidemment, je ne peux pas tout vous dire, je ne suis pas censé connaître tout. Le peu que je connais avec les endroits, c'est ça que j'ai cité. Il y a d'autres personnes certainement qui connaissent d'autres choses. Parce que moi j'ai pris le temps pour interroger des gens, pour parler avec des gens, parfois des gens qui ont assisté à ça, à certains trucs. Mais vous savez, quand l'avion de Yadema est tombé à Sarakawa, sur la piste de Titiao, mais Yadema n'était pas le seul survivant. Il y a beaucoup de gens qui sont restés en vie. Des gens ont fait des témoignages, les gens ont laissé des choses. Et quand tu cherches une information, tu vas la voir. Tu cherches une information, tu vas la voir. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui sont là et qui ne savent pas comment ce pays est. Ce pays est dans l'obscurité totale par des pratiques que vous ne pouvez pas imaginer. S'il faut sacrifier des gens, on sacrifie. S'il faut sacrifier les animaux, on sacrifie. S'il faut sacrifier des chameaux, on le fait. S'il faut sacrifier des bœufs, on le fait. S'il faut sacrifier des chèvres, on le fait. Les mêmes personnes que vous retrouvez dans les églises là, qui viennent prier, c'est ce qu'ils font pour le pouvoir. Vous savez qu'en Afrique, on est plus syncrétiste. Les Africains, c'est particulièrement le syncrétisme qui nous intéresse. Peu en Afrique où fondamentalement sont des chrétiens 100%, des musulmans 100% ou des animistes 100%. Les gens sont toujours syncrétistes. Le syncrétisme, c'est quoi? C'est le fait d'adorer je sais pas, deux dieux, je sais pas la foi. C'est-à-dire le matin, tu es à l'église, le soir, tu es chez le marabout, l'alpha. Voilà, c'est ce qu'on fait en Afrique. Et c'est ce que vous retrouvez aussi généralement dans la franc-maçonnerie. Les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, beaucoup sont des petits sorciers, des bandits, surtout en Afrique, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui veulent marmailler les gens. Et comme on dit que la franc-maçonnerie se protège, c'est des gens qui sont dans la magie noire et ils vont dans la franc-maçonnerie pour se cacher là-bas. Et ils utilisent ça pour effrayer les gens. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, que lui, il est dans les histoires de loge, que si moi, il ne fait pas attention, je dis, va te faire foutre avec ça. Vous allez impressionner qui avec des histoires comme ça. Moi, je ne suis pas dans les histoires comme ça. Donc, voilà comment ça se passe au Togo. Donc, si nous avons vraiment des pasteurs, si on a des prêtres qui sont puissants, si on a des adeptes de la religion traditionnelle qui sont puissants, si on a des imams qui sont puissants, vous devez dès maintenant prier, jeûner pour que le Togo soit libéré de tous ces esprits-là qu'on renouvelle chaque année pour contrôler le pays. Je vous ai donné les endroits. Selon ce que moi je sais, je vous ai donné les endroits. Si vous êtes vraiment des gens puissants, si vous êtes incarné par une puissance religieuse, et que si vous voulez travailler pour libérer le Togo, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ne serait-ce que cette nuit-là, à minuit là, il faut vous agenouiller, prier. Parce qu'ils vont faire leur cérémonie. Et après, organiser des séances de prière
pour que le Togo soit libéré de ces esprits que les gens invoquent tous les jours pour contrôler le pays spirituellement. Si vous n'êtes pas capable, fermez vos églises. Ne venez pas nous servir des prophéties. Si vous n'êtes pas capable, fermez vos temples. Ne venez pas nous parler de prophéties. Ne venez pas nous parler de prophéties. Ne venez pas nous parler de prophéties. Ne venez pas nous parler de prophétie. Parce que le Togo a été trop plongé dans l'obscurité. Là où ils ont amené le Togo, c'est tout loin. Et pour le sortir, puisque ceux qui ont amené le Togo dans l'obscurité, dans le fin fond de la Bible, ils continuent de renouveler leurs pratiques pour que le pays reste dans leurs mains. Donc vous, qui êtes des hommes de Dieu, qui apportez la lumière, c'est à vous de combattre l'obscurité. Si le Dieu que vous adorez ne vous permet pas de combattre l'obscurité, donc ce n'est pas un Dieu vrai. Donc vous êtes des menteurs. Vous êtes des faux prophètes. Vous êtes des affabulateurs. Vous êtes des marmailleurs. Et quand je le dis pour tout le monde. Pas seulement les chrétiens. Je parle aussi des musulmans, de tous ceux qui sont dans les pratiques africaines, tout ça. Parce que, quelque part, vous êtes aussi une partie du problème. Pour le Togo. Il y a des pasteurs qui ont des posters de Foy Azibé dans leur église. Il y a des pasteurs qui ont des posters de Foy Azibé dans leur église. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une représentation de Dieu, ou je ne sais pas, une image qui reflète Dieu, c'est les posters de Foy Azibé qui sont dans leur église. C'est des posters de Foy Azibé qui sont dans leur église. Donc, voilà, chers compatriotes, ce que moi j'ai à partager avec vous aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe autour du pouvoir dans notre pays, les esprits qui sont invoqués, il y a d'autres choses. Il y a des documents dans lesquels on a débloqué beaucoup d'argent pour invoquer des esprits, pour payer des marabouts. Ces documents-là, un jour, je vais partager ça avec vous. Vous allez voir. Je vais partager certains documents avec vous aussi. Vous serez étonnés de ce qui se passe dans notre pays. Des choses que des gens qui se retrouvent à l'église font. Des gens que vous voyez à l'église, mais quand ils sont dans un autre monde, ce qu'ils font. Je vais partager des choses avec vous. Donc, ce qui se passe au Togo est à la fois physique, mais c'est beaucoup plus spirituel. Parce que les gens qui sont venus assassiner Sylvanus, ils ont invoqué des esprits qui leur a permis d'atteindre le président. Et depuis ces années-là, ils utilisent toujours ces esprits-là pour contrôler le pays, de renouveler leur pacte. Donc c'est ce qui se passe derrière le camp hérité et qui se passe aussi à certains endroits au Togo. Foy Azibé, qui n'a rien, et qui n'est pas comptable, entre griffes, des actes que son père a posés en 1963, il est aujourd'hui l'héritier de ces pratiques-là. Ça veut dire qu'il comprend que c'est par là que vient le pouvoir de Gnassingbé et il entretient. Donc, les gens qui sont dans la famille Olympio et qui naïvement pensent que faut être dans une démarche pour ramener le corps d'Olympio au Togo, vous devez savoir que dans la nuit du 12 au 13 janvier, chaque nuit, on fait une cérémonie pour renouveler le processus d'assassinat de Sylvanus Olympio derrière le camp hérité. Et que ces gens ne sont pas sincères. Et si vous ramenez le corps de Sylvanus Olympio au Togo, ce sera la deuxième mort de Sylvanus Olympio. Il ne vous pardonnera pas. Il ne vous pardonnera pas. Laissez-le se reposer là où il est. Si un jour, ces gens-là décident d'arrêter tous ces rituels démoniaques qu'ils font pour renouveler leur puissance sur le Togo, là, vous pouvez dire qu'ils ont fait un pas. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Pour renouveler leur puissance sur le Togo. Donc, les gens qui sont naïfs là, au sein de la famille Olympio, je ne sais pas si on vous a remis un peu de sous, et qui disent que oui, on va ramener le corps de Sylvanus parce que le pouvoir togolais de bonne volonté là.
Ils n'ont pas supprimé le 13 janvier, hein. Ils ont juste supprimé ce qui est visuel. Ils ont supprimé ce qui est visuel, ce qui est du visuel. Mais ils ont gardé ce qui est spirituel et ils continuent de le pratiquer. Donc, arrêtez votre comédie. J'ai appris que Jésus-Christ serait à Lomé, malgré son état de santé, pour discuter de je ne sais quoi. Donc, voilà ce qu'ils font. Et cette nuit, ils vont le faire. Donc, les pasteurs qui sont au Togo là, les prêtres qui sont au Togo, sachez que c'est ce qui se fait dans le pays. Si vous pouvez faire quelque chose pour délivrer le pays de ça, faites-le. Ceux qui vont le 24 janvier faire la messe au camp hérité et qui mangent après là, sachez que la viande qu'on vous sert là, dans les nourritures là, la nuit, cette viande a servi à satisfaire les esprits. On tue ça pour les esprits et on utilise ça pour préparer pour que vous mangez. Les gens qui vont à Lomé 2, à l'époque de Yadema pour aller chercher l'argent, je vous dis que Yadema, il est toujours dans les pratiques. À Lomé 2, à l'époque, quand Yadema distribuait de l'argent, je suis convaincu que ça continue. Tout l'argent que Yadema donnait à ses opposants, il y avait deux sortes d'argent chez Yadema. Il y avait de l'argent qui n'est pas travaillé spirituellement et il y a de l'argent qui est travaillé spirituellement. Et l'argent qui est travaillé spirituellement est travaillé de manière à ce que si Yadema le donne à un de ses opposants ou à un de ses détracteurs, ce détracteur lui restera soumis. Et donc, c'est cet argent qu'on donnait beaucoup aux gens, les gens qui venaient lire les motions, les opposants, tout ça. Et donc, dans ce truc de Yadema là-bas où il y avait le coffre-fort, où il y avait les zones où on avait entreposé l'argent, le majordome de Yadema à l'époque, ça s'appelait... c'était un major, il s'appelait Banawai. Voilà. Il s'appelait Banawai. C'était le majordome de Yadema à l'époque. Et il connaît là où il y a l'argent travaillé, là où il n'y a pas l'argent travaillé. Donc, quand Yadema lui dit, prends l'argent de ce côté, c'est que Yadema veut donner de l'argent travaillé. Et donc, on vient, on dit, le président t'a donné 100 millions. Le président t'a donné 50 millions. Observez que tous ceux qui ont pris des millions, c'est Yadema. 100 millions, 50 millions, 40 millions. Ils sont morts pauvres. Totalement démunis. Mais si c'est quelqu'un de normal, qui ne combat pas son pouvoir, qui vient voir Yadema lui donner de l'argent normal. Je suis convaincu que la même pratique continue, puisque le fils a hérité de tout de son père. Et aujourd'hui, celui qui sert de majordome à Fogna Sibé s'appelle Awesob. Et c'est l'un des jeunes officiers, il n'est même pas, je pense qu'il est sous-officier, il doit être adjudant, le plus riche de l'armée aujourd'hui au Togo. C'est lui, puisque Fogna n'a pas de femme à domicile. C'est ce gars qui a domicile et qui gère beaucoup de gens, opposants, journalistes, tout, c'est lui que les gens voient. Il est plus puissant même que les officiers. Et tous les officiers vont s'agir, c'est lui, parce que c'est lui qui est avec le président, c'est lui qui est au domicile du président. C'est l'un des individus les plus riches aujourd'hui de l'armée togolaise, alors que c'est un simple adjudant-chef. C'est lui qui a les clés du coffre à domicile. Donc, ce rôle-là, c'est Banawai qui le faisait au temps de Yadema. Donc, voilà comment le Togo, pendant longtemps, a été malaxé, mélangé dans des pratiques pas possibles. Au point qu'aujourd'hui, nous sommes enfermés dans un trou noir et on n'arrive pas à trouver l'issue. On n'arrive pas à trouver l'issue. On n'arrive pas à trouver l'issue. Donc, voilà ce que moi, j'ai décidé de partager aujourd'hui avec vous par rapport au 13 janvier. J'ai été très long, peut-être un peu trop long. Il y a d'autres aspects que je n'ai pas cités. Je pourrais revenir sur d'autres aspects plus tard, mais c'est ce que vous devez savoir. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Oui, les incendies des marchés participent à ces genres de rituels. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà ce que je veux partager avec vous. Tout ce qu'on distribue aux soldats, les nourritures, tout ça, c'est travailler spirituellement pour que les gens soient soumis. Donc, ceux qui, de temps en temps, disent « Ouais, l'armée togolaise va faire ci, va faire ça ». Vous ne savez pas comment l'armée fonctionne. Vous ne savez pas comment. Depuis que les Yadema ont assassiné Sylvanus avec la complicité de Bojolé avec les ADUI, mais Yadema a fait tout pour que dans toutes les casernes au Togo, l'officier TAM, c'est l'officier qui est l'officier, on définit TAM comme tir, armement, munitions, donc l'armurier,
celui qui garde les magasins, les officiers TAM qui sont dans les casernes sont principalement des gens qui dépendent directement de la présidence, même pas du chef-corps. C'est-à-dire, il y a un système de double authentification, comme on le fait sur Facebook ou bien sur Gmail. Si le chef-corps demande à l'officier TAM de sortir des armes pour une mission, l'officier TAM se réfère à la présidence d'abord. On va demander, mais pourquoi il veut sortir des armes? Et donc, quand vous n'avez pas d'armes, vous ne pouvez pas faire coup d'État. Il y a des gens qui voulaient assassiner Sylvano Olympio. Il n'avait pas d'armes. Ils ont dû composer avec les Bojole et les ADI pour avoir les armes pour aller opérer, alors que c'était des militaires revenus de la guerre d'Algérie. Donc, un militaire sans armes, il n'a que le tri. Donc, parfois, les gens ne savent même pas de quelle manière l'armée togolaise fonctionne. Après, les gens sont dit, ah, l'armée togolaise est remplie de trouillards, les gens ne veulent rien faire. Mais quand vous n'avez pas une arme, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tous ces magasins sont contrôlés par des gens, des fidèles, qui ne vont jamais sortir un fusil. Faire un coup d'État ou bien renverser un régime, c'est que l'unité que vous pilotez a plus de moyens que l'unité que vous voulez abattre. Sinon, vous allez le faire massacrer. C'est une question de la logique de force et de rapport de force. Donc, voilà comment le Togo fonctionne. Donc, parfois, quand vous écoutez des gens, vous souriez et puis vous dites, bon, il y a beaucoup de gens qui sont naïfs. Voilà comment notre pays fonctionne. Et moi, j'ai voulu partager tout ça avec vous. Et à la fin, pour dire que tout l'argent, tous les milliards que le Togo engloutit dans les pratiques de maraboutage, dans les histoires comme ça, les rituels, tout ça, cet argent, ces moyens colossaux, on aurait pu les utiliser pour développer nos villes, construire des infrastructures, des hôpitaux, et équiper beaucoup de choses. On aurait pu donner des bourses aux étudiants, construire des universités modernes, créer des écoles d'excellence. Un tiers de l'argent au Togo rentre dans les pratiques kabbalistiques pour la conservation du pouvoir. Un tiers de l'argent au Togo. Je ne peux pas quantifier, mais un tiers au moins, ça rentre dans les pratiques de ce genre. Et un tiers, c'est énorme. Ça peut être peut-être par an, 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, 400 milliards. On va chercher les gens partout. Il y a des mal à faire jusqu'au soir de sa mort. Il y a des mal lorsqu'un an avant sa mort, quand on a décidé de l'opérer, il était parti à l'hôpital, on voulait l'opérer du cœur, il a refusé parce qu'il avait peur de l'opération. Quand il est rentré, il a invité certains préfets au Togo qui sont des préfectures stratégiques pour lui trouver des chèvres. Toi, tu me trouves 40 chèvres blanches, toi, tu me trouves 40 chèvres noires, toi, tu me trouves 40 chèvres aussi, pour conjurer le sort. Le sort qui le guettait. C'est comme ça que ça s'est passé quand il est revenu de l'hôpital. Mais ça n'a pas empêché qu'un an après, il décède. Si les esprits sauvaient les gens, avec tout ce qu'ils ont fait quand il est revenu de l'hôpital, il aurait pu se sauver. Donc ces choses ont une limite, à condition qu'on agisse. Ces choses ont une limite, à condition qu'on en prenne conscience. Et qu'on soit des gens vrais. Et qu'on décide de le combattre sérieusement. Pas avec des fous types. Pas avec des fous types. Donc, n'écoutez pas les marmailleurs. La seule chose que les Togolais doivent faire, c'est de s'organiser pour se battre pour leur liberté. Dieu nous a déjà créés. Il nous a donné toute l'intelligence, la force. Il nous a donné tous les moyens pour être libres. Aucun pasteur du Congo, de je ne sais quoi, aucun prophète du Gabon, de quoi nous viendra nous dire que non, calmez-vous, que lui a une prophétie, que Dieu va venir nous libérer, que lui-même se libère d'abord. Que lui-même règle ses propres problèmes d'abord. Il n'y a que nous-mêmes, en agissant, que nous serons libres. Donc voilà ce que moi, je voulais partager avec vous, pour qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous compreniez que ces choses-là se font dans notre pays. Il y a une minorité de Togolais qui le savent, il y a un groupuscule qui le sait, mais il est temps que la majorité des Togolais sachent que des choses comme ça se passent dans notre pays. Vous qui allez prendre la route qui part de le Togo pour aller vers
à Moutier-V, les pavés qui sont derrière la clôture de la gendarmerie, là, jetez un coup d'œil sur la hauteur de la colline. C'est là-bas que ça se fait. Et c'est là-bas que ça se fera cette nuit. Il y a d'autres endroits, je vous ai cités. C'est là-bas que ça va se faire. Et s'il y a des gens qui peuvent prier aujourd'hui à minuit, prier pour conjurer ça. Ils vont faire ça ce soir et demain ils iront au rapport général des FAT. En 2002, oui je pense, quand est-ce que Katanga a été arrêté? Le général Katanga a été arrêté en 2002, en 2022. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, Katanga a été arrêté le 12 janvier 2022, avant cette cérémonie. Parce que les officiers qui assistaient à cette cérémonie, il en faisait partie. Les rares officiers qui assistaient, il était chef d'état-major pendant longtemps. Et il connaît ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas s'il avait l'intention de perturber, mais par précaution, ils l'ont neutralisé avant de faire la nuit cette cérémonie-là. Et le lendemain, je pense que Ford est parti à Kara pour suivre le rapport général des forces armées de l'état-major. C'est ça. Donc, voilà ce qui se passe dans notre pays. Voilà ce que moi, j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui pour que chacun puisse le mettre en prière. Moi, il y a des choses que je ne devrais pas vous dire aujourd'hui. Je ne veux pas vous dire des choses qu'on a eu à faire dans ce pays pour conjurer ces genres de pratiques et le choc que nous-mêmes on a reçu. Mais sachez que c'est ce qui se passe dans notre pays. Et quand vous aimez vraiment le Togo, il faut véritablement qu'on se batte pour libérer ce pays de cette emprise démoniaque qui constitue une chape de plomb sur notre pays et qui annihile le développement de tout un pays. Ce qui s'est passé en 1963, plus les événements qui ont suivi, ce n'est pas seulement des actes physiques, c'est beaucoup plus des actes spirituels qui ressemblent à un pays où on a pris une enveloppe noire, on a pris un voile noir pour couvrir le pays et que le pays depuis n'arrive pas à se relever. Et si véritablement les 300 000 églises qui se sont installées au Togo et qui sont des églises révélées, sont des gens sincères qui prient vraiment, nos prières devaient déjà aboutir à neutraliser ces genres de pratiques parce que l'obscurité ne peut jamais prendre le dessus sur la lumière. Je considère que Dieu est la lumière et les pratiques démoniaques que les gens font, c'est l'obscurité. Soit nos pasteurs ne sont pas efficaces, soit ils n'adorent pas le bon Dieu, soit c'est des faux. Donc que des gens ne viennent pas nous blaguer avec des histoires. Voilà, chers amis, tout ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir à la reprise de notre entretien dominical.